Hello, hello, scientifico, scientifica, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de notre podcast SIP and Science. Pour ceux qui tombent sur ce podcast pour la première fois, je suis Mireille et sur cette chaîne, on parle en général de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui en particulier, nous allons explorer une citation qui m'a particulièrement interpellée. C'est toujours comme ça. Il y a un truc qui se passe au courant de la journée et ça soulève un questionnement chez moi. Voilà. Et après, j'essaye de regarder avec mon œil de scientifique pour m'expliquer ou bien pour répondre à toutes ces questions que je me pose, bien sûr avec un peu de recherche à côté. Donc, ce qui m'a interpellée pour l'épisode d'aujourd'hui, une citation qui m'a particulièrement interpellée lors d'une veillée de prière. Donc, il y a le docteur Tidier qui a dit « Les penseurs doivent croire et les croyants doivent penser ». Ça m'a tout de suite rappelé un vieux débat auquel j'avais participé il y a quelques années. Et voilà, ça disait en gros que les Africains seraient de fervents croyants, mais de piètres scientifiques. Et cette affirmation soulève bien sûr la question d'une possible corrélation entre ces deux aspects. Vous allez me dire, la corrélation, c'est encore quoi, non, maman? Je vous explique alors. Qu'est-ce qu'une corrélation exactement? Bien, en statistique, une corrélation va mesurer la relation qui est entre deux variables. Donc, par exemple, si nous observons que plus la température augmente quelque part, plus les gens de cet endroit mangent des glaces, on peut en déduire qu'il y a une corrélation positive. Ça veut dire que les deux variables ici qui sont la température et le nombre de glaces consommées augmentent dans le même sens. Donc, dès que l'un augmente, l'autre augmente aussi. On parle de corrélation positive qui indique que les deux variables-là sont liées. Voilà, cependant, il faut souligner que corrélation n'implique pas causation. Ce n'est pas parce que deux phénomènes semblent liés qu'il existe nécessairement un lien de cause à effet entre ces deux phénomènes. Donc, c'est pas forcément parce que il y a beaucoup plus de croyants que de scientifiques qu'on devrait dire « Ah, il y a une corrélation négative entre la croyance et la science ». Non, non, pas du tout. Dans le cas qui nous intéresse ici, l'idée d'une corrélation négative entre la foi et la science en Afrique mérite d'être déconstruite. Il y a une différence entre corrélation et causalité. Prenons un peu un cas d'étude pour illustrer cela. On va dans une ville. On observe que plus il y a de ventes de glace, plus il y a d'incendies domestiques. Si on trace un graphique avec les glaces en ordonnée et puis les incendies en abscisse, on va effectivement dire qu'il y a une corrélation positive parce que plus ça va monter d'un côté, plus ça va monter de l'autre. Et on aura cette droite de corrélation là qui va être croissante et on va dire ok, il y a une corrélation positive. Quand l'une augmente, l'autre augmente aussi. S'il faut conclure de manière mathématique en observant ce graphe, on va tout de suite se dire que manger des glaces, ça cause les incendies. Ou alors on va dire que les incendies, ça pousse les gens à manger les glaces. Pourtant, il n'y a aucun lien. En réalité, il existe une troisième variable qui n'a pas été prise en compte dans ce cas d'étude-là. On parle ici de la température. Parce que dans les périodes chaudes, lorsqu'il fait très chaud, quand la température augmente, les gens vont acheter des glaces. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans certains endroits quand la température augmente? Il y aura plus d'herbes sèches et plus d'herbes sèches, ça augmente le risque d'incendie. En fait, c'est la température élevée qui cause ces deux phénomènes. Ceux qui prennent plus de glace et les incendies qui augmentent. Donc, le coupable, en fait, ici, c'est la température élevée. On appelle ça une variable confondante. Elle crée l'illusion d'un lien entre deux phénomènes qui sont en réalité indépendants l'un de l'autre. Oui, parce qu'il n'y a aucune relation entre consommer plus de glace et avoir plus d'incendie. Mais par contre, les deux sont liés à la chaleur, à la température qui augmente. Ça, c'est juste pour illustrer qu'une corrélation positive ne veut pas forcément dire qu'il y a une cause entre les deux. Ne veut pas forcément dire qu'il y a un lien de causalité. Donc, pour revenir à notre sujet sur la foi et la science, même si on observe statistiquement qu'il y a plus de croyants dans les pays ayant moins de production scientifique, cela ne signifie pas que ces croyants-là ont un désintérêt pour la science ou alors sont moins bons en science parce qu'ils sont plus orientés sur leur foi.
Il pourrait y avoir plein d'autres facteurs confondants comme le niveau d'investissement dans l'éducation. Ça peut être une résultante des deux. Là, si on n'arrive pas à envoyer les enfants à l'école, forcément, l'église, c'est gratuit. Ils vont aller à l'église et ils vont être moins présents à l'école. Donc, il va y avoir moins de scientifiques. Donc, une autre variable qui peut être une variable confondante, c'est l'accès aux infrastructures de recherche. On peut avoir un grand nombre de croyants et le même nombre de scientifiques, mais si sur le terrain, dans les laboratoires, dans les universités, on n'a pas d'outils, on n'a pas de matériel pour être de meilleurs scientifiques, on va être de moins bons scientifiques que les autres et ça n'a rien à voir avec notre niveau de foi. Voilà quelques exemples pour illustrer que correlation does not imply causation, comme disent les anglo-saxons. La corrélation n'implique pas la causalité. Donc, pour établir un véritable lien de cause à effet, il faut en fait des études beaucoup plus poussées et qui vont établir un mécanisme clair expliquant les différentes dynamiques, qui vont expliquer comment un phénomène peut causer directement un autre. Voilà, pour revenir à cette idée de corrélation négative entre la foi et la science, on a beaucoup d'exemples de faits historiques qui viennent un peu démentir cette association négative entre les deux. Exemple, l'Égypte ancienne. Si on observe comment les choses se passaient dans l'Égypte ancienne, il y a eu des legs, des avancées remarquables en mathématiques, en astronomie. Les Égyptiens étaient de grands astronomes, sinon même les premiers astronomes que la Terre ait portés, tout en ayant une vie spirituelle très riche. On ne compte pas le nombre de divinités qu'il y avait en Égypte. Voilà, et chacune d'entre elles avait une forte population. Donc au Moyen-Âge, par exemple, on parle de Tombouctou comme étant la première université au monde, dans un centre intellectuel majeur où il y a eu la première université au monde. Et dans cette université cohabitaient les études religieuses, les sciences. Donc il y avait des scientifiques, il y avait des religieux, chacun étudiait la science à sa manière, de son point de vue. Plus récemment encore, il y a de nombreux scientifiques africains qui sont successful et qui affirment ouvertement leur foi. Donc leur foi n'empiète pas sur la qualité de leur travail. La prétendue opposition là, qu'on fait entre la science et la foi repose souvent sur des malentendus en fait. La science s'intéresse surtout à la question du comment. Comment ces choses, comment ça se passe. Elle cherche à comprendre les mécanismes qui régissent notre univers, comment l'univers se met en place, comment ça tourne, comment ça fonctionne. Alors que la foi, elle est plus dans le pourquoi. Et la foi, en fait, elle s'intéresse au pourquoi. Pourquoi l'existence de ci, pourquoi l'existence de ça. Et elle donne souvent du sens à notre existence. Parfois, on a l'impression, en fait, que la foi, c'est d'une certaine manière, les religions vont venir expliquer tout ce que la science n'arrive pas à expliquer. Donc, c'est un peu une façon paresseuse de trouver une réponse à ces questions restées sans réponse. Si on revient à notre citation initiale qui dit que les penseurs doivent croire et les croyants doivent penser, cette citation nous invite en fait à dépasser toutes ces idées reçues sur la religion, sur la science, sur la foi. Les penseurs, en fait, ici, ce sont les scientifiques, ce sont les chercheurs, ce sont les intellectuels. Ils ont tous besoin de croire. Non pas nécessairement au dogme religieux, pas forcément. On ne demande pas à un scientifique d'aller croire que Adam et Ève étaient des personnages réels, que voilà, toute l'histoire autour de la conception de l'enfant Jésus, ils sont obligés de l'accepter telle que décrite. Ce qu'on demande en fait aux scientifiques, c'est pas de croire en tous ces dogmes religieux, mais au minimum de croire en la possibilité de comprendre le monde, en la valeur de leur recherche, en l'importance de la vérité. C'est-à-dire ici, on demande de croire en l'intégrité, de rester intègre. Dans la croyance, on a l'intégrité. Pour ce qui est des croyants, il s'agit d'allumer son cerveau en fait, de ne pas avoir une foi aveugle qui refuse le questionnement, qui refuse la critique, qui risque de se transformer en fait en superstition ou en fanatisme, parce que c'est ça, lorsqu'on ne veut pas allumer son cerveau, lorsqu'on ne veut pas critiquer voilà, ces dogmes reçus ou bien la parole biblique,
Si on ne veut pas la prendre avec critique, on va l'interpréter au premier degré et on va tomber dans le fanatisme. Donc la pensée critique, en fait, ce n'est pas l'ennemi de la foi. Elle peut au contraire enrichir et approfondir. La pensée critique va plutôt apporter plus de consistance aux croyants. Voilà, et quand je parle de croyants, je ne parle pas exclusivement de catholiques parce que j'ai pris quelques exemples vu que catholique, c'est ce qui me vient en premier en tête, mais en fait, dans croyants, ici, on regroupe tous ceux qui croient en l'existence d'un Dieu. Ça peut être des catholiques, effectivement, des protestants, des musulmans, toutes les religions confondues, tous ceux qui croient en l'existence d'un Dieu. C'est eux que je regroupe sous le terme de croyants. Donc, en tant que scientifique africaine et croyante, je refuse cette caricature qui voudrait nous enfermer dans une spiritualité irréfléchie ou dans une science aveugle. Donc l'Afrique a besoin de développer sa capacité de recherche scientifique, ça c'est vrai, mais pas au détriment de sa spiritualité. Et dans spiritualité, je le rappelle encore, je ne parle pas du catholicisme, du protestantisme, je parle de la spiritualité, cette croyance qu'on met dans l'invisible, dans l'inexplicable. Ça peut être les traditionalistes, ça peut être les catholiques, en effet, les protestants ou encore les musulmans. Il s'agit donc en fait d'encourager une approche équilibrée où la foi et la raison vont se nourrir mutuellement. Voilà, on va prendre quelques exemples, quelques cas fascinants de scientifiques émérites africains qui se sont révélés être également de fervents croyants. Tout d'abord, on a le cas du professeur Francisca Okeke, la première femme africaine à recevoir le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Elle est spécialiste en fait de la physique atmosphérique et du changement climatique et c'est également une chrétienne très engagée. Dans plusieurs de ses interviews, elle a expliqué comment sa foi l'inspire dans sa recherche scientifique. Voyant l'étude en fait de l'ionosphère comme une façon de comprendre la création divine tout en utilisant des méthodes strictement scientifiques dans son travail. Il y a un autre exemple aussi, celui du professeur Christian Api, un biologiste moléculaire camerounais qui a également joué un rôle crucial dans le séquençage du virus Ebola durant l'épidémie de 2014 et plus récemment dans la lutte contre le Covid-19. C'est un chrétien pratiquant. Il évoque très souvent comment sa foi nourrit son engagement pour la santé publique en Afrique, tout en maintenant une rigueur scientifique. C'est un exemple de rigueur scientifique ici au Cameroun. Je suis camerounaise et je sais de qui je parle. Et cet homme dirige un centre africain d'excellence pour la génomique des maladies infectieuses. Enfin, le dernier exemple qu'on peut citer, c'est le professeur Amina Gourib Fakim, une botaniste, une ancienne présidente des îles Maurice. Si mes notes ne me trompent pas, elle était musulmane pratiquante. Elle a consacré sa carrière scientifique à l'étude des plantes médicinales. Elle parle ouvertement de la façon dont sa foi dans l'islam, qui l'encourage dans la quête du savoir, qui l'a motivé dans ses recherches scientifiques. Ses travaux sur la biodiversité ont été reconnus internationalement, démontrant qu'une forte identité religieuse peut effectivement coexister avec l'excellence scientifique. Ces trois exemples nous montrent que non seulement il est possible de concilier sa foi et la science, mais que cette synthèse peut même être une source d'inspiration et de motivation dans la recherche scientifique. Voilà, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, vous, de le fait d'être croyant et scientifique. Est-ce incompatible pour vous? Expliquez-moi ça en commentaire et je me ferai un plaisir de lire et de débattre avec vous. Merci encore d'avoir gardé l'écoute et ciao!